Mesdames et Messieurs les députés, veuillez vous lever. Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, vous pouvez vous asseoir. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à cette première séance du deuxième Parlement francophone des jeunes des Amériques. Et j'en profite pour souligner votre élection. Comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, le Parlement, c'est comme une langue, ça vit par les gens qui s'y impliquent et qui la font vivre. Au cours des prochains jours, vous avez la chance de siéger en cette salle hautement symbolique. Et c'est votre salle, alors je vous invite à vous l'approprier, à vous approprier le Parlement francophone des jeunes des Amériques, comme vous vous appropriez la langue française. Alors encore une fois, bon débat à tous et à toutes. Sur ce, aux affaires du jour, le député d'États-Unis Sud-Est fait motion pour que le projet de loi A4, intitulé « Loi sur la sécurité et le maintien de l'ordre public » soit débattu. Je reconnais donc le député pour qu'il présente le principe de son projet de loi. Monsieur le député d'États-Unis Sud-Est, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. D'ailleurs, félicitations pour votre nomination à cet honorable poste. Monsieur le Président, avant de vous parler du projet de loi, j'aimerais vous parler d'un épisode des Simpsons. Plus particulièrement, l'épisode 9 de la 15e saison. Dans cet épisode, Homer Simpson, pour toutes sortes de raisons, se déguise et se fait passer pour un robot qui combat dans un tournoi de combat de robots. Robot alors piloté, du moins le croit-il, par Bart Simpson, son fils. Vers la fin de l'épisode, Bart et Homer apprennent que le prochain robot auquel ils seront confrontés est celui construit par le professeur Frink et son fils. Monsieur le Président, ce robot, le robot du professeur Frink, est impressionnant. Il est grand, il est gros, il est lourdement armé, avec une armure, semble-t-il, à toute épreuve. Sauf, Bart apprend-il à force de recherche, ça fait des recherches, mais voilà, qu'il y a une petite faiblesse à l'arrière du robot qu'il croit pouvoir exploiter. Cependant, juste avant le combat décisif, le professeur Frink se rend compte aussi de cette faiblesse et décide donc d'apposer une grosse plaque de métal, d'armure solide, directement à cet endroit-là, rendant cet endroit sensible, faible, en endroit fort. Monsieur le Président, le projet de loi A4, c'est exactement ça son objectif. C'est d'être cette plaque d'armure-là qu'on appose à un endroit qui est la faiblesse de notre démocratie, qui n'est pas parfaite, qu'on cherche toujours à améliorer. C'est quoi cette faiblesse-là? Heureusement, Monsieur le Président, aujourd'hui, notre menace n'est plus extérieure. On ne croit pas vraiment qu'un pays étranger pourrait nous envahir et nuire à notre démocratie. Ce n'est pas la peur de la dictature non plus. Nous avons pas mal vaincu ces démons-là. Et nous pouvons en être fiers. Notre principale faiblesse, Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est beaucoup plus subtil, mais c'est les faiblesses même de la démocratie. Par exemple, une des faiblesses importantes, c'est le Far West que représentent souvent les médias sociaux, où n'importe qui peut écrire n'importe quoi, n'importe comment. Une démocratie, Monsieur le Président, ce n'est pas une anarchie. Ça nécessite des règles qui permettent justement à la liberté d'expression de bien fonctionner dans toute sa splendeur. C'est quoi le principe du projet de loi, dis-je? Le principe, en fait, est assez simple. Dans un premier temps, ce qu'on cherche à faire, c'est de combattre la radicalisation, qui est une autre menace à notre démocratie, de combattre les fausses informations, et c'est de ainsi protéger notre démocratie. Et ici, il faut faire bien attention. Dans le projet de loi, là, on déborde un peu du principe, mais c'est important de le comprendre pour comprendre la nature du projet de loi. Il y a des définitions qui sont mises de l'avant, très précises, expliquant ce qu'on entend. Par exemple, dans le projet de loi, dans sa forme actuelle, une fausse information, c'est défini comme étant une information évidemment fausse, bon, ça va de soi, pardon, mais qui vise surtout à nuire,
à l'État, pas à un gouvernement donné, mais à l'État, ou à des individus. Il y a donc une intention malicieuse. Il me semble, Monsieur le Président, qu'il fait du sens de combattre de tels propos, qui ont une visée négative. À ne pas confondre avec une mauvaise information, qui est complètement autre chose. Il faut donc faire bien attention aux définitions utilisées dans le projet de loi qui viennent beaucoup expliquer ce qu'on entend. De façon un peu plus précise, le projet de loi vise aussi à harmoniser certaines politiques qui existent déjà dans les constitutions de beaucoup de pays dont nous sommes des représentants ici. Par exemple, il y a déjà dans beaucoup de pays des mesures pour qu'en cas d'urgence grave, certains articles de nos constitutions soient suspendus. Le projet de loi prévoit donc d'harmoniser ça à l'ensemble des Amériques et des Caraïbes. Pareillement, en ce qui concerne l'information, qui est un point crucial, il y a un processus qui est mis en place pour assurer la validité des informations données. Une personne souhaite publier une information et un comité de scientifiques neutres, impartiaux, vont approuver cette information-là. Une fois que le sceau est apposé, on sait que l'information a été validée. Dans le fond, la procédure n'est pas très différente d'un journaliste actuellement qui, pour publier une information, va se référer à son comité de rédaction. Monsieur le Président, et ensuite, il y a une Cour surtout de justice internationale, supranationale même, indépendante des gouvernements, qui va s'assurer du respect de ces mesures. On s'assure avec cette Cour de justice supranationale une séparation plus grande des pouvoirs entre le judiciaire et les autres instances. Ces mesures vont donc forcer à ce que tout le monde ait une meilleure information, puisse mieux débattre et surtout que la justice soit encore plus éloignée des pouvoirs législatifs, exécutifs que ne l'indique la situation actuelle. Mais, Monsieur le Président, je proposerai des amendements. Je demanderai aussi à mes collègues sur la Commission d'en proposer également. Et ainsi, le projet de loi, je crois, pourra être bon au bénéfice de tous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Je reconnais maintenant le critique officiel du projet de loi, le député de Jamaïque, pour une intervention de 5 minutes. Monsieur l'honorable président du Parlement francophone de Jeunes des Amériques, Mesdames et Messieurs les députés des territoires des Amériques, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, en exprimant la joie qui est la mienne de me retrouver ici en Assemblée, je mesure les poids et l'importance de la tâche qui m'y revient lorsqu'il est question de débattre d'un projet de loi dont l'adoption représenterait un risque majeur et des contraintes tout à fait non raisonnables à des libertés si chères aux citoyens des Amériques. Des libertés qui, je vous rappelle, sont loin d'être acquises pour la plupart des Américains dont nous sommes. Et ici, j'ai une pensée spéciale à mes compatriotes de la Jamaïque, et dont l'obtention de ces libertés s'est construite en continu, jour après jour, coup sur coup, et, Monsieur le Président, je dirais même coup d'État après coup d'État. À ce sujet, j'aimerais nous rappeler qu'est-ce un être humain. Il m'arrive d'y penser, puisque l'âme d'un projet de loi, et c'est le cas du nôtre, c'est des personnes, c'est des êtres humains. Certes, un être humain est un corps physique, on s'entend, mais ce n'est pas tout. Deux autres composantes sont aussi à ajouter pour qu'on ait une définition minimale. D'abord, la faculté des pensées, ensuite, les caractères sociaux. Alors, un être humain est donc un corps physique qui pense et qui vit en société. Pour que cette définition, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, puisse se réaliser, des garanties doivent être prévues. Ces trois composantes et leurs garanties respectives fonctionnent bien entendu en relation les unes avec les autres. Un être humain en est un donc, puisque l'inviolabilité de son corps physique lui permet d'être raisonné. D'où l'importance que des valeurs telles la sécurité, la stabilité et l'ordre soient assurés. Néanmoins, la pensée ne se réalise concrètement qu'au moment où elle est exprimée sur la place publique, autrement dit, au moment où elle est socialisée. C'est pourquoi toute personne a droit aux libertés fondamentales d'expression, de réunion, d'écrit et des pensées. Toute violation qu'elle émane d'un être humain, de l'État ou de toute organisation, chacune de ces trois composantes et leurs garanties représente une violation même de l'être humain.
et doit être sanctionné en conséquence. Justement, Monsieur le Président, les projets de loi sur la sécurité et le maintien de l'ordre public représentent une violation grave de l'être humain du fait qu'ils cherchent à cerner, sinon supprimer, la liberté d'expression, des presses, des pensées, des réunions, enfin des manifestations, bref, toutes les libertés sans lesquelles on ne pourrait même plus parler des francophonies des Amériques. En revenant au principe de la loi, avec votre permission, Monsieur le Président, je pose comme question à mes collègues parlementaires, en gardant une pensée spéciale pour les citoyens présents sur les tribunes, comment peut-on adopter un projet de loi dont les définitions même posent des sérieux problèmes? Par exemple, et ce n'est pas des moindres, il est entendu par radicalisation l'adoption d'idéologies allant à l'encontre des valeurs de l'État ainsi que la sécurité publique. Alors que, Monsieur le Président, les États des Amériques ne furent pas toujours des démocraties et donc leurs valeurs respectives ne furent pas toujours d'un régime démocratique. À cet égard, j'espère que vous réalisez autant que moi la portée autoritaire que ces projets de loi lancent, alors que non, nous ne voulons pas et nous ne voudrons pas emprunter cette voie. Des événements malheureux ont fait en sorte que l'on ait connu en terre d'Amérique, et c'est encore très récemment, les pires dérives des régimes dits de sécurité nationale. Au nom de cet objectif sécuritaire, la démocratie a été renversée, les libertés individuelles et les droits politiques ont été radiés et la violence de l'État a été légitimée. Ce que les citoyens disaient, lisaient ou débattaient est devenu une affaire d'État. En conclusion, Monsieur le Président, en me retrouvant face à un projet de loi qui regrette cette époque-là et qui se ressource plus dans l'autoritaire que les démocratiques et plus dans l'excès que dans les justes, je m'adresse contre les principes et en défense des libertés des citoyens de la Jamaïque et des Amériques. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de la Jamaïque. Écoutez, c'est la première journée. Je me permets tout de même, pour éviter la confusion à l'avenir, de citer les règlements généraux des simulations parlementaires à l'Assemblée nationale ainsi que notre propre règlement, l'article 19, qui dit que pendant la séance, le public doit se tenir assis et en silence. Tout signe d'approbation ou de désapprobation lui est interdit. C'est en fait une question pour l'institution. Je pense le rappeler, je ne pense pas qu'il y ait de faute, mais pour éviter à l'avenir ce genre de confusion. Maintenant, chers députés, nous allons passer au débat sur le principe du projet de loi A4. Ce débat sera d'une durée de 25 minutes. Les députés souhaitant intervenir sont invités à lever leurs mains et auront une allocution d'1 minute. Et je rappelle que nous allons réserver nos applaudissements sonores pour la fin, puisque tout le monde mérite d'être applaudi équitablement et que le temps nous presse. Alors, est-ce qu'il y a un ou une députée qui désire intervenir sur le projet de loi A4? Je reconnais Derechef, la députée du Nicaragua, pour une intervention d'1 minute. Merci, Monsieur le Président. Très honorable Président, honorables collègues députés des Amériques, permettez-moi, au nom de ma circonscription du Nicaragua, de la coalition de l'Union Caraïbe, de partager avec vous le dernier courriel d'un compatriote, prénommé Oscar. La crise fait rage. Persécutions, assassinats, actes de vandalisme, beaucoup trop de morts et de corps inanimés. Le pays se vide de sa substance vitale. J'ai été affectée par ces manifestations violentes. Ils sont venus chez moi. Ils ont brûlé mes affaires, mon passeport, mon visa. M'ôtant toute possibilité de vous rejoindre. Et je crains bien que mon espoir se soit consumé au même moment. Merci, Monsieur le Président, de votre patience. Et je vous laisse sur ça. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a un autre membre de l'Assemblée qui désire prendre la parole? Alors, je reconnais Monsieur le député de Trinité et Tobago.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis d'accord ou je serais d'accord avec le principe de ce projet de loi dans la mesure où il se limitait à la première ligne de son préambule où on lit qu'il soit attendu que tous les pays des Amériques veulent que leur population puisse vivre en sécurité. Mais bon, là où ça se corse, bien c'est dans les articles spécifiques et dans les mesures. Et moi, je trouve qu'elles portent atteinte à nos libertés les plus fondamentales. Ces mesures sont en contradiction avec mes valeurs les plus profondes qui sont malgré tout assez libertariennes. C'est un projet de loi autoritaire, liberticide, Monsieur le Président. Et c'est pourquoi j'ai proposé un amendement en commission afin d'essayer de renommer ce projet de loi « Loi favorisant l'instauration et la pérennité des tyrannies dans les Amériques et suspendant l'État de droit ». Monsieur le Président, à la première lecture de ce projet de loi, il y a plusieurs mots qui m'ont sauté aux yeux. Emprisonnement à vie, sans possibilité d'appel juridique. On parle de surveiller les activités des citoyens, interdire la tenue de manifestations. Monsieur le Président, je ne sais pas si pour vous, c'est avec l'instauration de mesures radicales, ce qui est quand même assez ironique, qu'on peut instaurer ou maintenir l'ordre et la sécurité des Amériques, mais moi, je ne crois pas. Donc, si le projet de loi n'est pas dénudé de ses articles 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14 et... Merci, monsieur. Merci, monsieur le député. Est-ce qu'il y a un autre ou une autre députée qui désire prendre la parole? Madame la députée du Guatemala. Monsieur le Président, les Amériques sont plurilingues, mais surtout pluriculturelles. Oui. Dès lors, on ne devait pas prendre tous ces pays comme un ensemble homogène. Oui. Dans ce sens, la loi A4 entraîne l'ignorance de sa diversité et celle de la corruption. Notamment en Amérique latine, certains réseaux criminels contrôlent leur territoire et en obtiennent des revenus de l'Amérique latine en collaborant avec les gouvernements locaux. Oui. Cela n'est point de la radicalisation, mais de la corruption. Par ailleurs, on reconnaît que la liberté d'expression est un droit fondamental. Pourtant, ce projet de loi cherche à la restreindre. Oui. En conclusion, Monsieur le Président, on devrait se demander s'il existe nécessairement de la radicalisation dans les Amériques et s'il y a un influx direct des médias. Dans ce fait, ma circonscription est contre cette loi non exécutable qui va à l'encontre de ses valeurs. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a un autre membre de la Chambre qui désirait prendre la parole? Je reconnais Madame la députée de Mexique-Sud. Merci, Monsieur le Président. Sans doute, la sécurité et l'ordre public sont vitales. Et la lutte contre la violence, l'extrémisme et l'insécurité est très importante. Mais je suis fondamentalement contre les principes de ce projet et ses mesures d'exécution. J'ai comme responsabilité d'assurer le bien-être de mes citoyens et je sais que cela est possible sans enfreiner sur leurs droits et libertés. Et je ne peux pas, en bonne conscience, accepter un projet qui sacrifierait les droits et libertés et valeurs du peuple au nom de la sécurité. Selon moi, ce projet va empirer les problèmes qu'on essaye déjà de résoudre en Amérique latine. En conclusion, je souhaite d'amender ce projet en collaboration avec les autres députés pour pouvoir trouver des solutions qui correspondent à nos valeurs de liberté et égalité que nous tenons non seulement chères au Mexique du Sud, mais en Amérique latine. Merci. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a un autre membre qui désire s'adresser? Monsieur le député du Pérou. Monsieur le Président, le problème en matière de sécurité est de savoir jusqu'où vous pouvez aller sans détruire de l'intérieur ce que vous vous efforcez de défendre à l'extérieur. Cette mise en garde d'Eisenhower traduit mon sentiment vis-à-vis de ce projet de loi. Lutter contre la violence meurtrière, oui, bien sûr, mais que mettons derrière ce mot valise de radicalisation et son adjectif radicalisé? Y mettons-nous les opposants politiques, les militants des droits de l'homme, les altermondialistes? Comme vous le voyez, une interprétation extensive de cette loi pourrait empêcher, au fond, toute contestation de l'ordre établi. Ainsi, la lutte contre la radicalisation peut-elle s'avérer une véritable arme de conservatisme massif? Alors oui, nous, responsables publics, devons protéger les citoyens, mais en garantissant leur liberté. Les acquis sont fragiles, le disait hier Michaël Jean, et pour ma part, j'aime trop la liberté.
Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a un autre, Monsieur le député de Porto Rico? Merci beaucoup, Monsieur le Président. En lisant ce projet de loi, on trouve rapidement quelle est l'enchère pour nos peuples, pour nos pays. Cette enchère, c'est la relation linéaire qu'il établit entre les libertés individuelles et l'insécurité et la radicalisation. Bien sûr, les libertés fondamentales ne sont pas absolues. Il faut les encadrer, limiter. Mais cette limitation ne peut pas être le résultat d'un pouvoir discrétionnaire. Les rapports entre l'insécurité et les libertés fondamentales, c'est une question politique, une question de pacte politique et institutionnel. Donc, Monsieur le Président, je crois que dans ce Parlement, on doit attendre un pacte politique équilibré entre ces deux éléments. Mais malheureusement, je ne trouve pas l'équilibre dans notre projet. C'est pour cela, Monsieur le Président, que je suis complètement contre les principes et les projets de loi A4. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a quelqu'un, Madame la députée du Venezuela? Merci, Monsieur le Président. Considérant la place de plus en plus importante de la radicalisation dans les médias et les idées qui sont véhiculées, en tant que député du Venezuela, et je crois que pour le bien-être des populations des Amériques et surtout pour ma population, le projet de loi sur la sécurité et le maintien de l'ordre public est nécessaire. Et je dirais même vital. Oui, Monsieur le Président, ce projet de loi peut sembler intense. Même, il peut sembler brimer les droits d'expression de certains groupes. Cependant, Monsieur le Président, souvenez-vous ce qu'un grand sage a dit. L'éthique est un peu plus des autres et un peu moins de soi. Eh bien, Monsieur le Président, c'est exactement le même concept avec l'ordre public. Pour le bien commun, Monsieur le Président, il faut un peu moins de soi et un peu plus des autres. En attendant, j'invite la Chambre à voter pour le principe de ce projet de loi. Merci, Madame la députée. Madame la députée d'Équateur, la parole est à vous. Monsieur le Président, collègues députés des Amériques, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter d'un projet de loi relatif à la sécurité et au maintien de l'ordre public. En ma qualité de voix et représentant du peuple, ne l'oubliez pas, je ne peux en cet instant présent répondre dans l'affirmative à ce diktat de projet de loi, sans trahir mes honorables mandants. Oui, l'insécurité, la criminalité et la violence sont des maux chroniques gangrénant mon pays. Cependant, nous ne pouvons pas revenir à l'idéologie du pater familias, d'État oligarchique, en molestant les libertés fondamentales, si durement acquises, n'oublions pas, par le sang. Honorons nos mémoires, au nom de ceux morts pour cette liberté. Notre devoir, en tant que députés, est d'agir. Oui, d'agir, toujours d'agir. En conclusion. Dans l'intérêt du peuple, en favorisant et en améliorant sa qualité de vie. Je le répète, la liberté commence ici. Merci. Merci, Madame la députée. Monsieur le député de Guyane française. Merci, Monsieur le Président. Par rapport à l'article 8 du projet de loi sur la sécurité, il est impossible pour mon pays de compter sur un groupe d'intellectuels, puisque celui-ci agira sûrement en tant que filtre au lieu de porte-voix. L'État français, par exemple, a l'intention d'approuver un projet d'exploitation de mines, la Montagne d'Or, qui met en danger la trace de nos ancêtres amérindiens, ainsi que la biodiversité de la forêt guyanaise, qui couvre 98% du territoire. Si les médias optent pour ne pas diffuser le fait que ce crime en guise de projet de loi existe, et si les médias optent pour taire les peuples des Amériques, qui sait ce qui pourra se produire à l'insu de l'humanité à l'avenir. La Guyane française se prononce donc contre, vu qu'il est évident que l'effet attendu de ces projets de loi ne sera pas produit. Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est maintenant à Madame la députée de... Attendez un petit peu. Martinique? Non. Je vais vous trouver. Brésil-Nord. Monsieur le Président, chers collègues,
Attendu que la démocratie est une valeur universelle qui émane de la volonté librement exprimée des peuples, je déclare que ce projet de loi sur la sécurité et le maintien de l'ordre public va à l'encontre même du principe démocratique et porte atteinte grave au respect des droits de l'homme. Il est certes judicieux de penser à intensifier les politiques sécuritaires des États des Amériques. Toutefois, je vous invite à vous poser la question: à quelles conditions, à quel prix peut-on inférer un droit de l'homme naturel? Il y a lieu donc de s'interroger sur le bien fondé de cette loi et approfondir l'étude de ses impacts. Je vous invite donc, chers collègues, Monsieur le Président, à aussi vous rappeler qu'étant acteur du pouvoir exécutif, vous êtes aussi garant de ces droits et libertés que vous niez par ce projet de loi. Merci, Madame la députée. Je cède la parole à Madame la députée de Canada-Nunavut. Monsieur le Président, chers députés, ce moment, il est plus convenable pour vous féliciter et pour vous motiver à continuer vos efforts pour trouver le bien commun dans votre circonscription et dans les Amériques. Ce soir, nous nous rencontrons ensemble pour débattre un projet de loi sur la sécurité et l'ordre public. La circonscription du Canada-Nunavut est pour les principes de ce projet, mais il faut faire des amendements. Monsieur le Président, nous avons tous des droits et nous avons l'opportunité ici de les défendre, car c'est la base de la démocratie. Nous devions rappeler en tout moment que nous cherchons le bien commun de toutes les Amériques. Il faut que nous engagions à débattre pour choisir qui sera mieux pour toutes les circonscriptions. Alors, en conclusion, je vous invite à faire tous les débats les plus enrichissants. Ma circonscription sera prête à contribuer à tous les changements nécessaires. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Monsieur le député de, je vous ai noté tout à l'heure, Monsieur Mexique-Nord, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi sur la sécurité et le maintien de l'ordre public, présenté par mon collègue député des États-Unis du Sud-Est, est inacceptable et inconcevable en 2018. Dans l'esprit et la lettre du dit projet, il est visé non seulement à museler les journalistes, mais aussi à limiter de la manière la plus radicale et la plus entière la liberté d'expression, la liberté d'association et de réunion des citoyennes et citoyens des Amériques. De surcroît, Monsieur le Président, le projet de mon collègue tend à réintroduire dans les Amériques les régimes totalitaires et dictatoriaux, et quand on se rappelle des crimes et des violations flagrantes des droits humains qu'ont commis ces régimes totalitaires, je ne peux que déclarer irrécevable et nul et de nullité absolue lequel projet de loi. Sur ce, j'appelle mes autres collègues à répondre. Merci, Monsieur le député. En vous rappelant évidemment que nous débattons dans la bonne humeur et le respect. Je ne vous fais pas retirer vos propos, mais je rappelle la règle au bénéfice de vos collègues. Est-ce qu'il y a un autre membre de cette Assemblée? Madame la députée des Bermudes, c'est à vous. Monsieur le Président, nous, les citoyens de la Bermude, comprenons la nécessité et la légitimité de ce projet de loi. En effet, dans l'ère de la mondialisation où la radicalisation de nos jeunes sont de plus en plus fréquentes, dans les Caraïbes, nous avons un devoir moral envers eux. Toutefois, Monsieur le Président, ce projet de loi brime plusieurs conventions internationales et droits individuels des citoyens en Amérique et j'en suis consciente. Nous aurons l'occasion d'en discuter en commission et d'apporter les améliorations nécessaires de ce projet de loi. En conclusion, Monsieur le Président, nous priorisons ce projet de loi pour assurer la sécurité des Bermudiens et Bermudiennes ainsi que tous les citoyens dans les Caraïbes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a Monsieur le député des Bahamas? Monsieur le Président, l'augmentation du pouvoir politique des élus implique toujours, ou presque toujours, un risque de corruption, puisque ainsi,
des mesures antidémocratiques peuvent être mises en place. De plus, l'immunité parlementaire peut devenir une garantie d'impunité. Nous devons représenter le peuple et non pas la classe politique dominante. Je vais ajouter aussi que la base de la démocratie est sur la méfiance des politiciens. Donc nous. Ça, c'est le principe original de la démocratie athénienne. Les représentants doivent être contrôlés, surtout par le peuple, bien évidemment. Et cela, nous devons l'établir de manière constitutionnelle. Et il faut en devenir conscient, monsieur. Merci. Merci, monsieur le député. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre? Madame la députée de Brésil-Littoral. Merci, monsieur le président. J'ai bien étudié le projet de loi A4 sur la sécurité et le maintien de l'ordre public. Je suis convaincue de la nécessité de légiférer sur ces sujets primordiaux. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Je me suis entretenue avec mes concitoyens brésiliens qui m'ont exprimé leur peur lorsqu'ils se déplacent dans la rue, leur méfiance envers la police, organe censé assurer leur sécurité et le maintien de l'ordre public, leur sentiment d'insécurité grandissant. Alors si, en théorie, un projet de loi sur la sécurité et le maintien de l'ordre public semble être une opportunité pour faire changer les choses au Brésil et dans les Amériques, il n'en demeure pas moins que les principes et les mesures décrits dans ce projet de loi sont plus que discutables, tant ils violent les libertés fondamentales et les droits humains. Chers collègues, unissons-nous pour ne pas laisser passer ce projet de loi en l'état. Il est de notre responsabilité de députés élus de défendre les intérêts de nos concitoyens et de garantir leurs droits et leurs libertés. Merci de votre attention. Merci, Madame la députée. Madame la députée de Belle-Île. Monsieur le Président, merci de m'accorder la parole. C'est avec plaisir que je me présente ici devant vous pour représenter les citoyens de Belize. Le projet de loi A4 sur la sécurité et le maintien de l'ordre public est d'intérêt actuel, considérant la mondialisation galopante des Amériques. Tel que présenté dans le principe du projet de loi, en encadrant le droit d'association et en régulant les manifestations et la diffusion d'informations, cette loi empêchera les groupes radicaux de troubler l'ordre public et ainsi assurer la sécurité de nos citoyens. Monsieur le Président, en conclusion, j'ai donc très hâte aux commissions parlementaires et à une ultime collaboration avec d'autres députés pour ainsi améliorer ce projet de loi pour le bien-être des citoyens de Belize et des Amériques. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a d'autres membres de cette Chambre qui désirent intervenir? Monsieur le député d'États-Unis-Rocheuse. Monsieur le Président, je voudrais pouvoir supporter ce projet de loi. Si seulement nous pouvions laisser tous nos pouvoirs, tous nos droits aux mains des experts et des gouvernements. Si seulement. Je voudrais pouvoir supporter ce projet de loi, monsieur. Cependant, j'espère que ce projet de loi fasse réagir. Plutôt que le projet de loi permette au gouvernement de régir tous les droits de la presse et tous nos droits individuels, j'aimerais que nous réagissions contre son aberrante conception. Et j'aimerais supporter ce projet de loi à une seule condition, Monsieur le Président, qu'il s'applique exclusivement aux porteurs de ce projet de loi. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. La parole est au député de Canada-Maritime. Merci, Monsieur le Président. C'est avec un grand honneur que je vais m'adresser à mes collègues pour qu'ils entendent la voix des Maritimes du Canada. Après tout ce que je viens d'entendre, je ne peux pas m'empêcher de dire que je suis déçu. Est-ce que vous ne voyez pas que nous avons un problème qui nous hante, qui nous harcèle, qui nous persécute? Et vous nous proposez de rester indifférents. Je parle évidemment de la radicalisation à laquelle succombent des centaines de jeunes de notre continent. Et moi, je considère franchement qu'il faut absolument qu'on fasse tout ce qu'on peut pour la contrecarrer, car c'est un fléau auquel il faut faire face. Je trouve qu'il est indispensable qu'on approuve ces principes pour qu'on puisse ensuite façonner les mesures qui seront sous contrôle d'une Cour internationale, car le but de ce projet de loi n'est pas d'établir une dictature continentale, sinon de s'occuper, d'agir, de réagir et surtout de lutter contre l'extrémisme. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur le député. Ceci met fin au débat sur le principe du projet de loi A4. Vous pouvez vous applaudir. Suite à vos discours, je constate que l'unanimité n'est donc pas atteinte. Je transmets donc l'étude du projet de loi A4 à la Commission parlementaire sur les institutions et la gouvernance, qui aura le mandat de tenir des consultations citoyennes, puis d'en faire l'étude détaillée du projet de loi. Toujours aux affaires du jour, la députée du Chili fait motion pour que le projet de loi A5, intitulé « Loi sur l'égalité des chances », soit débattu. Je reconnais donc la députée du Chili pour qu'elle présente le principe de son projet de loi. Madame la députée, vous avez un temps de parole de 5 minutes. Monsieur le Président, je voudrais d'abord reconnaître que l'Assemblée siège sur le territoire autochtone non cédé de la nation Huron-Wendat. Il y a 70 ans maintenant, l'Organisation des Nations unies adoptait la Déclaration universelle des droits de l'homme. Son premier article stipule que tous les êtres humains naissent égaux et libres en dignité et en droit. Malgré ces principes censés assurer une égalité des chances et de traitement pour tous, force est d'admettre qu'un long chemin reste à parcourir. Pour mes frères et sœurs de cœur d'ici ou d'ailleurs, tous ne subissent pas les inégalités de la même façon et dans la même mesure. Un fossé persiste entre l'égalité de droit et l'égalité de fait. Un nombre effarant d'individus continuent d'être marginalisés sur la base de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur état de santé ou encore de leur handicap. Selon Amnesty International, les peuples autochtones sont plus à risque d'être sous-payés et d'avoir un accès limité à l'éducation. Leur espérance de vie est également plus courte, et ce, en raison d'iniquités sociales, économiques, historiques, politiques et culturelles, et ce, sur plusieurs pays du continent américain. Par exemple, en 2007, la professeure Cindy Blackstock a déposé une plainte contre le gouvernement devant le Tribunal canadien des droits de la personne pour la discrimination que subissent les enfants autochtones au Canada. Monsieur le Président, le jugement a donné raison à Dr. Blackstock. La situation des minorités sexuelles demeure à ce jour dangereuse dans de nombreux pays. En 2009, Human Rights Watch a publié un rapport dans lequel on pouvait y lire que les meurtres et la violence que subissent les personnes trans au Honduras aux mains de la police est très préoccupant, et ce, malgré l'adoption de lois visant à les protéger. Un même rapport publié par le Conseil québécois LGBT exprime que le Chili fait face à des enjeux du même ordre. Malgré la légalisation de l'homosexualité, il a été documenté que des élèves sont expulsés d'école en raison d'une homosexualité présumée ou avérée. Des homosexuels perdent leur emploi de manière discriminatoire. Des raids sont orchestrés par la police locale dans des endroits fréquentés par la communauté LGBT. Les femmes continuent de vivre plusieurs formes d'inéquité, et ce, dans tous les pays du monde. Un rapport déposé au Conseil des droits humains des Nations unies par des groupes de femmes et de militantes haïtiennes a sonné l'alarme sur le taux très élevé de violences sexuelles qui afflige particulièrement les femmes et les filles en Haïti. Le collectif a également dénoncé l'impunité dans laquelle ces violences se manifestent et le manque de leviers juridiques pour les contrer. Aux États-Unis, les droits des migrants et des réfugiés ont été mis à mal. Au cours de la dernière année, 17 000 mineurs non accompagnés ainsi que 26 000 personnes arrivées en famille ont été détenues à la frontière avec le Mexique. De plus, les droits des femmes ont aussi été mis à rude épreuve. Des politiques obligeant les universités à combattre les violences sexuelles ont été supprimées. L'accès à l'avortement et aux soins de santé pour les femmes seront potentiellement réduits puisque le gouvernement cherche à couper le financement du programme Planned Parenthood. Enfin, cette année, un rapport accablant d'Oxfam a fait état que pour les richesses réalisées en 2017, 82 % de cette richesse a profité aux 1 % les plus riches de la population mondiale. Monsieur le Président, cette situation est indécente et cette liste d'aberrations est non exhaustive. Les conséquences entraînées par l'inégalité des chances sont désastreuses. Actuellement, Monsieur le Président, les aspirations de populations entières se retrouvent ainsi brisées en raison de ces injustices. Certains groupes sont davantage affectés par ces inégalités en raison d'un cumul de facteurs de vulnérabilité. C'est ce que la chercheure afro-américaine Kimberly Crenshaw a théorisé comme étant l'intersectionnalité. Lorsqu'il y a imbrication des facteurs de vulnérabilité dans plusieurs domaines, comme la santé, l'éducation, l'égalité homme-femme et le respect des personnes des communautés LGBT, cela se répercute sur plusieurs domaines, comme la santé physique et mentale, l'accès à un logement décent et salubre, le réseau de soutien social ou encore les conditions de travail. C'est les déterminants sociaux de la santé.
En ce sens, ces inégalités nous appauvrissent tous, et ce qui les traverse, c'est leur caractère systémique. Monsieur le Président, il est à mon sens inconcevable de demander à des individus de passer à autre chose quand le présent est le reflet du passé et avec des conséquences toujours actuelles. En tant que député qui siège ici aujourd'hui, avec tout le privilège que ce rôle sous-tend, il est temps de prendre acte et de changer la donne. Et c'est ici que mon projet de loi entre en scène, Monsieur le Président. L'égalité des chances est essentielle au bien-être de la population des Amériques. Le but du projet de loi A5 est d'appuyer les États américains dans l'atteinte d'une telle égalité dans tous les domaines que je viens d'évoquer. Et c'est en me basant sur les idéaux exprimés par la communauté internationale que j'invite la députation à voter pour le principe du projet de loi. Il est teinté d'une vision des Amériques ouverte, plurielle et prospère, et ce, avec les Autochtones, dans un esprit de réconciliation de nation à nation. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Je reconnais maintenant Madame la députée de la Canada-Colombie-Britannique pour une allocution de 5 minutes. Monsieur le Président, ensemble de députés, aujourd'hui, on est honoré de traiter un projet de loi qui nous rend responsables à nous tous de la solution d'un des problèmes les plus urgents et graves dans tous les territoires des Amériques, l'égalité des chances. C'est pour ces faits que je tiens à vous pour garder une perspective plus large et inclusive envers l'ensemble des pays membres. Alors, pas seulement envers la population de vos propres circonscriptions. Je m'adresse à vous cette fois en souhaitant vous faire prendre conscience du fait qu'aujourd'hui, on envisage la possibilité de changer significativement, ou pas du tout, la vie de milliers de personnes. Autrement dit, je déclare mon soutien au principe de ces lois. Cependant, Monsieur le Président et les députés, je voudrais faire 2 remarques qui concernent notamment la dimension pragmatique du projet. Premièrement, je soulève un manque de perspective régionaliste. Les citoyens des Amériques se sont déjà manifestés. On les a vus défendre sa position aujourd'hui. Les réalités sociales, culturelles et économiques varient extrêmement tout au long du continent, et même à l'intérieur de chaque circonscription. Garantir les mêmes droits civils et politiques à tous les citoyens américains peut sembler un objectif dignissime et juste. Mais si on ne tient pas compte des inégalités, des différents niveaux de développement des pays et lors des débats en commission, ce projet va devenir inapplicable. Il faut absolument adapter les mesures et je vais vous donner des exemples concrets, Monsieur le Président. D'abord, la plupart des pays américains, surtout ceux qui font partie de l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, n'arrivent jamais à soutenir un système d'éducation publique et de sécurité sociale sans l'aide des pays les plus développés. Il est inacceptable de proposer une augmentation des impôts à 40% au secteur prolétaire. On ne peut pas obliger le peuple à faire plus d'efforts pour avoir accès aux droits qui devraient en réalité être fondamentaux. En outre, comme deuxième exemple, je vais prendre la situation des peuples autochtones. On va pouvoir les intégrer si on ne met pas en place des politiques favorables au bilinguisme. Ce type de mesures n'existe pas que dans un groupe assez réduit de pays, et par contre, la diversité linguistique en Amérique latine est impressionnante et représente un de notre plus grands trésors culturels. Ma deuxième remarque porte sur l'aspect féministe du projet. Je vais parler maintenant en tant que porte-parole de la coalition féministe qui rejoint les députés des 3 projets de loi. Je célèbre la revendication de la lutte pour la parité homme-femme, mais je dénonce aussi la frivolité avec laquelle on traite ces sujets. On doit tenir particulièrement compte les femmes pauvres, les femmes racialisées et les femmes autochtones, c'est-à-dire défendre un féminisme plus intersectionnel et engagé. En effet, on a besoin de nous rencontrer, d'agir collectivement, de créer des réseaux qui mettent en relation toutes ces problématiques. Il faut assurer aux citoyens, aux citoyennes des solutions intégrales et concrètes. Je vous pose ces questions alors. Comment les femmes qui appartiennent au peuple autochtone vont se défendre des crimes sexuels, par exemple, si les tribunaux où elles doivent porter plainte ne peuvent pas leur garantir des traducteurs officiels de leur langue? Comment on va assurer l'accès au système éducatif, au secteur populaire, si on les condamne à vie à payer l'éducation des plus riches, de ceux qui ont déjà accès à ces privilèges? En conclusion, Monsieur le Président et chers députés, je vous encourage à garder un point de vue élargi qui tient vraiment compte des circonstances de chaque pays des Amériques pour rendre notre projet le plus équitable, juste et efficace possible. Madame, Messieurs les députés, osons causer. Merci. Merci, Madame la députée. Nous allons maintenant passer au débat sur le principe du projet de loi A5 d'une durée de 25 minutes. Tous les députés souhaitant intervenir peuvent le faire en levant la main. Chaque député dispose d'un temps de parole d'1 minute pour son intervention. Est-ce qu'il y a une ou un député qui désirerait prendre la parole? Monsieur le député de la Guyane. Merci, Monsieur le Président. Je parle au nom des habitants de la Guyane. Pour commencer, l'égalité des chances dans les Amériques suppose beaucoup d'aspects comme l'éducation et la santé. Mais, à mon avis,
le sujet essentiel, c'est le droit à la sécurité alimentaire. Si on parle d'éducation et de santé, on pourrait mentionner les cas costariciens et cubains, car ces deux pays nous montrent l'effet positif de l'éducation gratuite gérée par l'État. Cependant, la sécurité alimentaire est un défi pour ceux qui cherchent l'égalité dans les Amériques. En somme, je vous propose de faire la réflexion suivante. Est-ce que pour vous, la création d'emplois n'est pas une priorité dans un projet de loi sur l'égalité des chances? Est-ce que la coopération entre les territoires pourrait-elle favoriser la solution des problèmes alimentaires? Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Est-ce que quelqu'un d'autre désire prendre la parole? Monsieur le député de Panama. Monsieur le Président, c'est la première fois que ce Parlement dirige son regard vers le sujet de l'égalité. Pourtant, les circonscriptions ici représentées ont été fondées presque totalement par des hommes d'une élite de pouvoir, en mépris des populations aborigènes qui habitaient nos territoires déjà. Le contrôle politique demeure encore chez une hégémonie socio-économique. Je suis conscient que nos citoyens sont préoccupés par le coût financier de ce projet. Certes, le projet devra être amendé, mais on ne peut plus ignorer l'injustice qui vient avec l'inégalité des chances. En tant que députés responsables du bien-être de nos citoyens, nous avons la responsabilité légale d'agir pour réduire l'inégalité, mais aussi, en tant qu'individus, ayant un statut social et une qualité de vie meilleure que celle de beaucoup de nos citoyens, nous sommes moralement responsables aussi. Merci. Merci, Monsieur le député. Est-ce que quelqu'un d'autre désire prendre la parole à ce sujet? Monsieur le député de Canada-Québec. Monsieur le Président, le Canada et le Québec, en particulier le ministère des Relations internationales et de la francophonie, se prononcent en faveur du principe de la loi sur l'égalité des chances. En particulier parce qu'en ayant négocié avec M. Philippe Couillard, on s'est rendu compte que l'objectif 2 de la politique internationale du Québec, qui concerne les droits de l'homme, et le programme québécois sur le développement international sont cohérents avec cette loi. Et je célèbre aussi, j'en profite pour célébrer la conformation d'un organisme supranational qui permet d'intégrer une région qui a été assez divisée parce qu'il y a eu beaucoup de dictatures et des gouvernements assez nationalistes. Je vous invite tous à voter en faveur de ce projet de loi parce que même dans les pays les plus développés comme le Canada, l'inégalité des chances est un phénomène majeur. Merci, Monsieur le député. Quelqu'un d'autre désire prendre la parole? Madame la députée d'États-Unis Midwest. Merci, Monsieur le Président. Comme député aux États-Unis Midwest, je suis d'accord avec les principes proposés par les projets de loi visant à réduire les inégalités. Il existe des problèmes évidents dans plusieurs pays des Amériques concernant l'égalité. Par exemple, aux États-Unis Midwest, la distribution inégale des revenus. Je crois qu'avec une éducation de qualité et l'accès à tout est peut-être une solution à ces problèmes. L'égalité d'accès à la participation à la vie publique contribue également à des décisions plus équitables concernant les minorités. Il y a plusieurs points à discuter pour améliorer les projets afin que les résultats souhaités puissent être atteints pour assurer l'égalité. En conclusion, Monsieur le Président, je suis favorable au principe du projet de loi sur l'égalité des chances dans l'Amérique, à condition que les détails du plan d'action soient discutés. Merci. Merci, Madame la députée. Quelqu'un d'autre désire prendre la parole? Madame la députée du Honduras. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, je viens d'un pays où 74% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les femmes, encore en 2018, touchent 40% de moins que les hommes. La santé, l'éducation ne sont toujours pas accessibles à tous. Je refuse de croire que cette réalité n'est propre qu'à mon pays. En tant qu'élu des Amériques et membre de l'Union Caraïbe, aujourd'hui, c'est une priorité pour nos citoyens de faire valoir leurs droits, mais aussi de retrouver leur dignité. C'est pour cela qu'il nous convient de nous poser deux questions. Dans quelle société souhaitons-nous vivre
Quel environnement laissons-nous à nos enfants? Ainsi, sous réserve de modifications, nous soutenons le projet de loi A5 afin de passer à une égalité de fait plutôt qu'à une égalité de papier. Monsieur le Président, permettez-moi de solliciter mes collègues pour faire appel à toute l'intelligence collective de ce lieu. Soyons les innovateurs, les expérimentateurs, donnons un sens unique, une vision partagée à la Société des Amériques que nous sommes en train de construire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Je reconnais maintenant Monsieur le député. Où es-tu, Ernesto? Monsieur le député d'États-Unis-Pacifique. Merci, Monsieur le Président. Ce projet de loi nous appelle vers le chemin de la justice et l'équité, tant nécessaire de nos jours. Je vous invite tous à une réflexion profonde sur le sujet que ce projet nous propose. Santé et éducation pour tous, de manière équitable, et la lutte contre toute forme de discrimination des minorités demeurent des sujets qui nous tiennent au cœur. Cependant, on ne doit pas se laisser confondre par le faux égalitarisme et la parité imposée sans justification. Certes, ce n'est pas un projet de loi parfait, mais c'est la raison de notre travail aujourd'hui ici, l'améliorer, dans le but de garantir un meilleur avenir à nos concitoyens discriminés, exclus, oubliés. Ce projet de loi pourrait nous aider à développer un meilleur système de santé et une éducation accessible à tous de la façon la plus équitable possible. Les amendements que nous présenterons et les débats au sein de notre Assemblée seront nos meilleurs outils pour parvenir à la rédaction et adoption d'une loi juste pour tous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député des États-Unis-Pacifique. Madame, je reconnais maintenant Madame la députée de Salvador. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Salvador est conscient que l'égalité des chances dans les Amériques nous concerne tous. Toutefois, mon pays reste perplexe sur certains points conduisant à l'adoption de ce projet de loi. Monsieur le Président, si le secteur privé reste le moteur de la croissance et le gouvernement le pilote, alors l'éducation est le carburant qui alimente le moteur. Monsieur le Président, en tant qu'élu, j'aimerais bien voter ce projet de loi si on revoyait le taux, la perception de taux équivalent à 40% sur le revenu mensuel de la population. Merci. Merci, Madame la députée. Je reconnais maintenant notre collègue député de Montserrat. Merci, Monsieur le Président. Notre belle région, des forêts, des plages et des déserts, des cumbias, des tangos et des rancheras, des montagnes et des plaines, des aymaras, des mayas et des sarawaks. L'Amérique latine et les Caraïbes est sans aucun doute une région de diversité. Mais aussi, c'est très honteux de le dire, nous sommes une région avec de profonds contrastes. En dépit des progrès, plus du quart de la population vit dans la misère. Nous avons l'un des taux d'homicide les plus élevés dans le monde. Je tiens à vous dire que quand notre peuple n'arrive pas à subvenir à ses besoins et quand 10% des plus riches concentrent 71% de la richesse, il est donc temps d'agir. Légiférons en vertu de la réduction des écarts de ce système économique qui tourne le dos aux plus démunis. Merci. Merci, Monsieur le député. Je reconnais maintenant Monsieur le député de Canada Nord-Ouest. Monsieur le Président, c'est avec plaisir et bienveillance que j'annonce ma position favorable au principe du projet de loi A5. Parler d'égalité des chances, pour moi, c'est très important une fois que les territoires du Canada Nord-Ouest possèdent moins de droits qu'une province. Et nous luttons pour la dévolution des pouvoirs, car depuis 1985, notre commissaire ne préside plus les réunions du Conseil exécutif. D'ailleurs, ce projet apporte un débat d'importance et si nous voulons parler d'égalité ici, tout d'abord, nous devons comprendre que nous sommes tous égaux et en tant qu'État des Amériques. Deuxièmement, je trouve fondamental de respecter les droits de l'homme. Dans nos territoires, nous avons une diversité culturelle incroyable et un total de 11 langues officielles. Nous comprenons que la diversité est une richesse et elle doit être respectée. Alors, nous voulons apporter un discours ouvert pour élargir le débat, pour défendre également les droits des femmes et les différences d'orientation sexuelle. Merci. Merci, Monsieur le député.
Je reconnais maintenant Madame la députée de la Martinique. Monsieur le Président, les inégalités sont au fondement de la stratification de maintes sociétés d'Amérique et sont grandement préjudiciables à la croissance de ces dernières. Considérant ceci, je me prononce en faveur du projet de loi sur l'égalité des chances dans les Amériques. D'ailleurs, c'est en parlant avec Élodie, une jeune mère monoparentale de 5 enfants, que j'ai compris l'ampleur des inégalités dans les Amériques. Celle-ci, malgré ses efforts acharnés, a peine à accéder aux filières d'études supérieures ainsi qu'au marché professionnel. Ainsi, le mois dernier, Élodie a dû se contenter du minimum afin de combler les besoins de ses enfants. Imaginez, chers collègues, que vous étiez dans cette situation. Bref, Monsieur le Président, je me prononce en faveur du projet de loi sur l'égalité des chances dans les Amériques, car il profiterait à l'ensemble des citoyens des Caraïbes et spécifiquement à ceux de ma circonscription, et ce, en constituant un vecteur puissant des aspirations démocratiques. Merci. Merci, Madame la députée. Je reconnais maintenant Monsieur le député de la Barbade. Excellence, Monsieur le Président, chers collègues, nul doute que les êtres humains sont égaux. Cependant, nous remarquons dans notre société aujourd'hui l'inégalité sociale, le concept de supériorité et de discrimination. Ainsi, le projet de loi A5 sur l'égalité des chances dans les Amériques est bien approprié pour permettre de résoudre un tant soit peu ces fléaux sociaux qui causent beaucoup de tensions au sein de notre société. Néanmoins, il est important d'apporter quelques amendements. Ainsi donc, je voudrais exhorter mes collègues pour que nous suggérons la création de l'Office continental humanitaire qui s'occupera de la question des réfugiés et des immigrants, puisque notre Caraïbe est souvent amené, détruit par des catastrophes naturelles et autres problèmes. Aussi, nous voudrions exhorter nos collègues à soutenir les 40% pour le taux de taxe perçu pour financer l'éducation, parce que l'objectif, c'est de rendre l'éducation gratuite à long terme. Et pour finir, Monsieur le Président, nous devons tous opter, comme l'a souligné Madame la Secrétaire, pour l'humanisme intégral et universel. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Je reconnais maintenant Monsieur le député de Saint-Martin. Monsieur le Président, je parle au nom du grand territoire binational de Saint-Martin. Comme vous le savez, nous sommes un peuple chrétien courageux et nous n'avons pas peur de défendre nos valeurs et traditions. J'aimerais d'une part annoncer mon soutien au principe du projet présenté par ma collègue du Chili. Nos concitoyens nous demandent au quotidien des efforts pour lutter contre les inégalités. Je souhaite d'autre part signaler que j'ai certaines réserves par rapport aux différentes mesures et au langage utilisé. Pour terminer, Monsieur le Président, rassurez le peuple de Saint-Martin que pour moi la parole vaut plus qu'un contrat et je me déclare défenseur de notre peuple et gardien de nos valeurs. Vive la francophonie, vive les Amériques! Merci, Monsieur j'allais vous appeler Monsieur le Président, c'est l'éloquence qui fait ça. Monsieur le député, je reconnaîtrai maintenant Monsieur le député de Antigua et Barbuda, pardon. Monsieur le Président, le projet de loi A5 s'attaque à une problématique cruciale pour tous les pays des Amériques. Pour avoir vécu dans plusieurs pays des Amériques, j'ai pu constater que des discriminations sociales, des traitements de faveur, des stéréotypes façonnent l'imaginaire collectif et entachent les pratiques sociales.
Par conséquent, je me sens particulièrement interpellé et pour cause, j'interpelle les collègues parlementaires à se prononcer en faveur de cette loi dans la mesure où elle va créer des conditions favorables à l'égalité des chances et des opportunités pour toutes, notamment pour les communautés trop longtemps marginalisées dans les Amériques. Avec cette proposition de loi, les citoyennes et citoyens des Amériques pourront finalement aspirer en toute équité et égalité, sans discrimination aucune, à avoir accès à toutes les chances et opportunités. Monsieur le Président, honorables parlementaires, je vous encourage à accorder un vote favorable à cette proposition de loi qui est porteuse d'espoir pour l'ensemble des communautés des Amériques. Merci, Monsieur le député. Je reconnais maintenant Madame la députée de Saint-Christophe. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais exprimer mon appui en faveur de ce projet, principalement par 3 motifs. D'abord, l'égalité des chances est la base de la prospérité de la population qui est mesurée avec l'indice de développement humain, lequel, dans ma circonscription, a été négligeable. Deuxièmement, ce projet garantit le respect des droits inaliénables de tous sans oublier la communauté LGBT, qui dans quelques États des Caraïbes est illégale. Finalement, Monsieur le Président, le renforcement de l'autonomie des Christophènes soutient les échanges pacifiques dans les Amériques. Ainsi, ce projet de loi apporterait des aspects positifs à la société entière des Amériques. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. Je vous enjoins, chers collègues, à saluer la présence de dignitaires dans nos tribunes. Vous m'excuserez, je n'ai pas appris par cœur, mais je reconnais le député de Abitibi-Est qui est avec nous, Monsieur le député de Jean-Lesage, Madame Boucher également, membre du Parlement canadien, avec le nom de circonscription le plus long au Canada, si je ne m'abuse, ainsi que, et c'est un fait, ainsi que plusieurs membres de l'APF. Je vous invite à les applaudir pour saluer leur présence. Elle vient d'arriver, Mme Carole Poirier, également députée d'Hochelaga-Maisonneuve, ici même, en cette Chambre. Sur ce, est-ce que quelqu'un veut se risquer de parler devant la visite maintenant? Est-ce qu'il y a d'autres? Monsieur le député de Bolivie, sans pression aucune. Merci, Monsieur le député. Désolé, Monsieur le Président. Moi, étant fils d'immigrants homosexuels mariés aux États-Unis avec un homme, pas en Bolivie car c'est illégal pour le moment, et même en étant un homme, j'ai vécu de la discrimination. Ce projet de loi combat ce que j'ai vécu et améliore la qualité de vie des citoyens. Pour toutes ces raisons, je suis pour ce projet de loi. Et dans mon pays, il y a beaucoup d'Autochtones et je suis donc heureux de voir que ce projet de loi se préoccupe d'eux. Et en conclusion, Monsieur le Président, j'invite tous les députés à appuyer ce projet de loi en grand nombre. Merci. Mesdames et Messieurs les députés, tant qu'à souligner la présence d'élus en cette salle, on m'indique qu'un de nos conférenciers, M. Rodrigo Campo, président du Parti travailliste de Porto Alegre, est avec nous également dans les tribunes. Est-ce qu'un autre membre de cette Chambre désire prendre la parole? Madame la députée, allez-y. Chers collègues, en tant que député de la circonscription Brésil-Sud et étant fortement sensibilisé par les problèmes récurrents des citoyens qui m'ont donné ce mandat pour agir en leur nom, je suis donc pour le principe du projet de loi sur l'égalité des chances. Parce qu'il y a trop d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation et trop de jeunes qui n'ont pas accès aux études supérieures, justement à cause de la mauvaise distribution de la richesse. Donc, c'est pour cette raison que j'invite mes collègues à se pencher favorablement sur l'application de cette loi. Merci, Monsieur le Président.
Merci, Madame la députée. Est-ce qu'un autre ou une autre députée désire prendre la parole? Moi, je ne sors pas d'ici tant que quelqu'un ne prend pas la parole. Non? Alors, c'est ce qui met fin au débat sur le principe du projet de loi A5. Je vous remercie. Vous pouvez d'ailleurs vous applaudir pour ces échanges. Alors, je constate que le projet de loi déposé par notre collègue du Chili ne fait pas l'unanimité. Pour vous aider dans vos délibérations, je transmets donc l'étude du projet de loi A5 à la Commission parlementaire sur la justice sociale, qui aura le mandat de tenir des consultations citoyennes, puis de faire l'étude détaillée du projet de loi. Toujours aux affaires du jour, la députée de la Guadeloupe fait motion pour que le projet de loi A6, intitulé « Loi visant à la réduction des effets des changements climatiques et la protection de l'environnement » soit débattu. Je reconnais donc la députée pour qu'elle présente le principe de son projet de loi. Madame la députée de Guadeloupe, vous disposez de 5 minutes. Monsieur le Président, le projet de la loi A6 sur la réduction des effets des changements climatiques et la protection de l'environnement dans les Amériques est un contenu d'enjeu primordial pour la santé de notre planète et des générations à venir. L'objet principal de la présente loi est donc de contribuer au développement durable des Amériques au moyen de la réduction des effets des changements climatiques. Démocratie vient du latin democratia, qui signifie peuple, et kratos, qui signifie pouvoir. Nous sommes donc devant vous en tant que représentants du peuple, vous qui détenez le vrai pouvoir. Monsieur le Président, dans les pays aussi puissants qui forment les Amériques, il est indispensable de penser à l'écologie et au changement climatique. En prenant exemple de la canicule qui a touché Montréal dès le 1er juillet, qui est la date internationale des déménagements, cette chaleur a même conduit à des décès. Pas moins de 70 personnes ont perdu la vie à travers le Québec pendant la vague de chaleur qui aura duré 7 jours, selon les chiffres les plus récents publiés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. En pensant au long terme, nous pouvons agir dès maintenant ensemble pour ne pas voir les prochaines générations souffrir des conséquences que nous aurions pu éviter. Il faut qu'à travers ce projet de loi, nos concitoyens se sentent concernés et aient cette volonté d'avancer collectivement pour un avenir lointain de nos Amériques. Changer le monde ne se fait pas du jour au lendemain, mais ensemble, nous pouvons le sauver d'une mort certaine. Monsieur le Président, imaginez dans 10 ans ne voir qu'au bulletin des nouvelles des tortues mourantes à cause des sacs plastiques jetés dans l'océan ou encore de la déforestation causée par nous, les êtres humains. Monsieur le Président, imaginez si nous plantions des arbres qui ne produisaient que du Wi-Fi. Alors la planète serait toute verte. Et c'est dommage qu'ils ne produisent que l'air dont nous avons besoin pour vivre ensemble. Sachez que tout se joue dans les petites actions quotidiennes et qu'il ne tient qu'à nous de créer une obligation de participation à l'ensemble des citoyens, des entreprises et des gouvernements afin de créer une réforme de règles environnementales. Prenons comme exemple les Caraïbes et qui, à travers leur coalition, nous soutiennent le principe de notre projet de loi. Ils sont les premiers à avoir des problèmes environnementaux. On peut penser à la désertification, à l'érosion et à la sédimentation, les écosystèmes côtiers avec les récifs de corail et toutes les espèces menacées. Des îles disparaissent de jour en jour à cause de la montée des eaux. Ma circonscription, la Guadeloupe, se voit être victime d'une crise à cause des sargasses, ces algues brunes toxiques qui envahissent les plages du département des Outre-mer et causent des dégâts à la fois économiques, écologiques et sanitaires. Face à la détresse grandissante des habitants, des solutions existent, mais l'État tarde à les mettre en place. Sachez aussi que, par ce principe de projet de loi, je suis à l'entière disposition de tous les membres concernés par ce projet. Votre soutien, vos interrogations ou encore les modifications que vous souhaitez apporter nous importent et m'importent. Monsieur le Président, à travers ce projet de loi, nous voulons une utilisation rationnelle des ressources naturelles, nous voulons aussi protéger l'environnement et surtout être prévoyants parce que nous avons ensemble le pouvoir, collectivement, de faire quelque chose de juste. Alors, pour conclure sur une note que vous allez reconnaître, je vous dirai 4 mots que les véhicules sont polluants. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de la Guadeloupe. Je reconnais maintenant que je ne suis pas à la bonne page de
bon déroulement de la séance. Alors, je reconnais maintenant le député d'États-Unis Centre, critique officiel du projet de loi, pour son intervention sur le principe. Monsieur le député, vous disposez de 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et permettez-moi de dire que votre chevelure est une touffe de glaçage au chocolat légèrement déposée sur un délicieux gâteau à la vanille. Monsieur le Président, je suis sensible au désir urgent de la députée guadeloupéenne de faire sa part pour contrer le changement climatique. Je dois avouer que j'ai ce même sentiment bouillonnant en moi quand je vois, par exemple, les ravages qu'ont fait les tempêtes de ces dernières décennies. Cependant, je m'inquiète beaucoup de ce qu'elle considère des solutions. Les méthodes que je retrouve dans le texte devant moi me semblent précipitées et peu réfléchies, pour ne pas dire extrêmes. Ces mesures manquent de précision. On y balance une immense réforme après une autre, comme si c'était les grands prix dans un concours télévisé des années 70. Pendant mes allers-retours en avion, Monsieur le Président, je survole bien des centres urbains. Et ça me permet de constater, pour un bref instant, quelle est l'ampleur de notre pays, de nos continents et le nombre de gens qui y vivent. J'ai souvent l'impression que les élus bien pensants de cette Chambre ignorent la taille réelle de leurs décisions. Pour que n'importe quelle mesure liée au changement climatique réussisse, il n'y a ni plus ni moins d'1 milliard d'acteurs individuels qu'il va falloir convaincre. Et ne vous trompez pas, il faut les convaincre. Ce n'est pas la baguette magique d'un texte législatif qui changera le monde autant que ça puisse satisfaire aux égos de ceux qui légifèrent, Monsieur le Président. Ce sont les décisions conscientes et inconscientes de 1 000 millions d'acteurs, de Alert au Nunavut jusqu'au Cap Horn au Chili, qui feront la différence. Il faut trouver des solutions qui les motiveront, eux, à assurer un avenir plus durable. Je serai le premier à avouer que plusieurs critiques de mesures écologiques le font en niant catégoriquement le consensus scientifique, Monsieur le Président. Le résultat de notre absence de ces discussions, une grave pénurie de pensée pragmatique dans la rédaction de projets de loi comme ceux-ci. La porteuse du projet parle de vouloir contribuer au développement durable. Ce que je vois ici, c'est ni du développement, ni un projet durable. Où sont les mesures, Monsieur le Président, pour venir en aide aux dizaines de millions d'individus faisant carrière dans les industries qui seront décimés par ce qu'on propose ici? Certains de mes collègues ne comptent peut-être pas ces gens parmi leurs électeurs, mais il n'en demeure pas moins que ce sont des citoyens, des êtres humains, pour emprunter un langage bien pensant, avec des familles et des vies. Et le moyen qu'on puisse leur offrir avant de couper leurs ailes, c'est un parachute. Et là, je parle seulement des industries dites polluantes. Qu'en est-il de notre échange international? Nos entreprises des Amériques, abattues par le lourd fardeau fiscal qu'on leur imposera, seront à un fort désavantage à l'échelle mondiale. Il est tout à fait utopique de ne pas imaginer toute notre activité économique s'envoler là où les règlements sont moins sévères, voire inexistants. Enfin, Monsieur le Président, il y a tout simplement des articles ridicules et impossiblement rigides, comme l'article 20, qui empêcherait ni plus ni moins toute croissance et presque toute activité humaine. Je comprends l'esprit du texte, mais son exécution laisse énormément à désirer, et j'aurai donc, avec l'aide de mes collègues députés, des amendements significatifs à proposer à cet effet. C'est vrai, les gouvernements du monde ont attendu trop longtemps pour agir. Et ne nous trompons pas, il faut agir. Mais la crise n'est pas pour demain. L'impact de nos actions se sentira sur des décennies. Et c'est pourquoi j'implore l'Assemblée de prendre quelques jours de plus pour réfléchir aux réelles conséquences des gestes que nous allons poser. Il est temps que les penseurs pragmatiques assument la science et s'invitent à la table de discussion. Je me considère l'une de ces voix-là et je me ferai un plaisir de travailler avec mes collègues à l'amélioration de ce texte dans les prochains jours. On tente, ni plus ni moins, d'opérer simultanément sur le cœur de notre planète et de notre société, pas avec un scalpel, mais avec un marteau-piqueur, Monsieur le Président.
considérons délicatement les outils que nous avons à notre disposition et entendons-nous de bien nous informer avant de faire notre choix. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député, pour votre discours et pour votre introduction, ma foi, sucrée. Je crois que les gens ont compris qu'il y avait du gâteau à la cafétéria, je crois, parce que les gens sont rués vers la sortie. Nous allons maintenant passer au débat sur le principe du projet de loi A6 d'une durée de 25 minutes. Toutes et tous les députés qui souhaitant intervenir peuvent le faire en levant la main et chaque député dispose d'un temps de parole d'1 minute. Est-ce qu'un ou une députée désire prendre la parole? Je reconnais Monsieur le député d'Uruguay. Bonjour, Monsieur le Président. Je vous prie de vous imaginer dans un monde à la fin de la période Crétacée, il y avait 65 millions d'années. Après avoir habité sur la Terre pour 165 millions d'années, les dinosaures ont disparu sans avertissement. Ces grandes créatures qui ont dominé le monde ont été tuées par un astéroïde gigantesque. C'était vite et c'était sans pitié. Je suis le représentant de la circonscription de la République orientale de l'Uruguay en Amérique du Sud et je suis ici de vous dire que le changement climatique est comme cet astéroïde qui a tué les dinosaures, sauf que nous avons les moyens de l'éviter. En adoptant le règlement plus respectueux de l'environnement, nous pouvons continuer de vivre sur cette terre pour des milliers d'années en améliorant la qualité de vie pour tous. J'appuie fortement la loi A6 et si vous ne vouliez pas devenir un relique pour une espèce future, je vous conseille fortement de faire pareil. Merci, Monsieur le député. Je reconnais maintenant Monsieur le député d'Haïti pour un discours d'1 minute. Merci, Monsieur le plus majestueux des présidents. Contrairement à certains membres de cette Chambre, je préfère pas objectifier mon président, mais plutôt lui complimenter pour son intelligence. Hier, quand j'étais sous l'influence du bon jus, je vous ai regardé puis j'ai dit « Wow, il est cool ». Mais j'aimerais premièrement me prononcer pour ce projet de loi. Mais pourquoi, Monsieur le Président? Bien, il y a certains membres de la Chambre ici qui connaissent Jason Derulo ou Usher ou Future ou ces artistes comme ça. Bien, ils ont des origines haïtiennes. Ils sont venus me voir. Puis tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que si ce projet de loi ne passe pas, ils ne vont pas lancer leur prochain album. C'est un scandale, je sais, Monsieur le Président. C'est absolument scandaleux. Mais tu sais qu'est-ce qui est pire? Quel effet ça va avoir sur notre ressource la plus précieuse, les bananes pesées? Si ce projet de loi ne passe pas, Monsieur le Président, j'ai peur qu'on suive les traces de certaines provinces canadiennes puis qu'on veut se séparer des Amériques. Donc, Monsieur le Président, par votre entremise, j'encourage tout le monde dans la salle de voter pour ce projet de loi, pour Jason Derulo, pour les ressources naturelles, mais pour ma job. Merci, Monsieur le député. Et je prends acte du fait que de ce côté-ci de la Chambre, on semble avoir de bons mots à mon égard. Mais pourtant, Est-ce qu'il y a une autre députée qui désire prendre la parole? Je reconnais Madame la députée d'États-Unis-Alaska. Merci, Monsieur le Président. En tant que représentant de l'Alaska, je suis favorable au projet de loi A6. Car nos habitants, en raison de la hausse des températures et de l'élévation du niveau de la mer, risquent non seulement de perdre leurs ressources économiques, mais leurs coutumes et leur culture. Par exemple, la pêche des autochtones représente 1,6% de la pêche commerciale. Cette activité est actuellement affectée parce que la migration du saumon a changé à cause des changements climatiques. De surcroît, si la loi suggère l'utilisation de l'énergie nucléaire, je ne suis pas d'accord. Alors, on doit nous rappeler que l'Alaska, par exemple, c'est une région riche en sources d'énergie alternatives. Alors, on a toujours des options. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Je reconnais maintenant Madame la députée de la Dominique. Monsieur le Président, collègues députés des Amériques,
La Dominique est, comme beaucoup de pays des Amériques, extrêmement vulnérable et fortement affectée par les changements climatiques et donc hautement concernée par la protection de l'environnement. Je suis donc favorable au principe de cette loi qui adressera les problèmes et tentera de trouver des solutions. Cependant, j'ai beaucoup de réserves sur certains aspects de ce texte et suis même en opposition radicale par rapport à certaines propositions, notamment l'installation abusive du nucléaire sans aucun contrôle ni surveillance. Aucun aspect genre ne traverse cette proposition et aucune mention n'est faite de la prévention des risques climatiques, seulement pour les réponses. Les citoyens et citoyennes de ma circonscription, ceux et celles de mes collègues de la Coalition de la Caraïbe et de l'ensemble des pays des Amériques, attendent des décisions adaptées à leurs problèmes réels. Mais ils veulent aussi que leur précarité ne soit pas prétexte à des mesures qui vont à l'encontre. Merci, Madame la députée. Désolé, je vous écoutais et j'ai totalement perdu la notion du temps. Je reconnais Madame la députée de Saint-Barthélemy. Monsieur le Président, il serait dangereusement inconscient de continuer à ignorer les lourdes conséquences de nos conduites inciviles portant atteinte à l'environnement. L'île de Saint-Barthélemy, de par sa situation géographique, est fortement exposée aux risques naturels et de façon de plus en plus violente, aux risques cycloniques, tsunamiques, volcaniques, et également aux inondations et, comme l'a rappelé ma collègue de la Martinique, à l'invasion récente d'algues toxiques sur le littoral. Il est prouvé scientifiquement que le réchauffement climatique multiplie les phénomènes météo extrêmes. Dès lors, le calcul est simple. Soit nous prenons des mesures pour réduire les effets de notre mode de vie sur l'environnement, soit la planète se chargera de prendre des mesures pour assurer elle-même sa défense au péril de notre existence. Nous sommes bien passés des pigeons voyageurs à la dactylographie. Nous, peuple des avons le devoir d'évoluer vers une production d'énergie propre et 100%. Merci beaucoup, Madame la députée. Je reconnais maintenant Monsieur le député de l'Ontario. Monsieur notre honorable président, collègues députés, permettez-moi d'apporter un regard pertinent sur le projet de loi visant la réduction des effets des changements climatiques et la protection de l'environnement dans les Amériques que je souhaite défendre. En effet, l'environnement est au cœur de nombreux débats et est sujet à de nombreuses réflexions. La question de la protection de l'environnement est un sujet majeur et devrait être davantage ancré dans la conscience de nos concitoyens. De plus, des effets irréversibles sont déjà constatés à l'échelle planétaire. Ce projet de loi permettrait, Monsieur le Président, une évolution conséquente sur la protection de notre habitat commun. Nous paierons dans le futur ce que nous aurons pu effectuer dans le passé. À défaut de nos regrets, Monsieur notre Excellence, recevez en ces termes une vision positive que susciterait l'aboutissement de ce projet de loi suite aux divers amendements que je suis prêt à proposer. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur le député. Je reconnais maintenant Madame la députée d'Argentine-Sud. Honorable Président, la grande région du sud de l'Argentine, la Patagonie, fut et demeure une merveille avec son paysage remarquable et ses glaciers. Waouh, le joyau de l'Amérique du Sud. Je vous invite donc, vous, Monsieur le Président, et mes chers collègues ici présents, à visiter la Patagonie. Par contre, dans ce même coin du sud, au beau milieu du Grand Chaco, c'est la survie, c'est la chasse à l'homme, la chasse à l'environnement, car la forêt disparaît à un rythme supérieur à 22%. Quel scandale! Qu'en est-il de notre écosystème? Il faut un contrôle, il faut des mesures drastiques, environnementaux pour freiner ce grignotage de notre écosystème par l'exploitation minière.
Ce projet m'interpelle, le projet A6 m'interpelle, au-delà de ma fonction. Merci, Madame la députée. Monsieur, je reconnais maintenant Monsieur le député de Paraguay. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues. Je suis très heureux de vous retrouver ici dans cette Chambre pour entamer donc ce débat sur l'adoption de ce projet de loi. Monsieur le Président, bien que je ne suis pas d'accord avec toutes les mesures, j'aimerais vous dire que ces principes de ce projet de loi sont non seulement importants à la persévérance de notre environnement, mais au-delà, ils sont essentiels à l'assurance que nous ayons un avenir équitable pour nous tous. Je m'explique. J'ai l'honneur d'être député de la République du Paraguay et je vous indique que mon pays détient une richesse environnementale incomparable qui fait partie de notre héritage. Avec ceci dit, je vous indique que, malheureusement, notre pays n'a pas pu échapper aux effets destructifs du changement climatique. Actuellement, cette richesse est en danger de disparaître et si nous n'agissons pas maintenant, nous risquons de perdre tout. En conclusion, comme moi, je vous recommande fortement de voter pour ce projet de loi. Merci. Merci, Monsieur le député. Je reconnais Monsieur le député de Saint-Vincent. Merci, Monsieur le Président. J'ai le plaisir de pouvoir m'exprimer aujourd'hui sur le projet de loi A6 au nom de toutes les Vincentaises et les Vincentais. Il y a beaucoup de travail à abattre en matière de réduction des changements climatiques et de protection de l'environnement. Et les principes proposés ici, Monsieur le Président, apportent d'emblée un changement de cap concret que j'accueille de façon très positive. Étant un État composé de plusieurs îles et îlots dans la mer des Caraïbes, les Saint-Vincentais et les Saint-Vincentaises sont préoccupés par tout ce qui pourrait affecter leur environnement naturel et menacer l'existence même de ces îles. Je me permets de vous rappeler, Monsieur le Président, ainsi qu'à l'ensemble de mes collègues, que l'archipel de Grenadines, présent dans ma circonscription, compte plus de 600 îles et îlots et que toute augmentation du niveau de la mer, notamment, pourrait compromettre leur existence même. Donc, vous comprendrez qu'il est une question de survie pour moi de travailler à l'avancement et à l'amélioration concrète de ce projet de loi. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je reconnais maintenant Madame la députée de la République dominicaine. Monsieur le Président, en attendant le changement climatique, c'est une problématique qui se renforce chaque jour que nous, comme société, ne réagissons pas. La République dominicaine, comme tous les pays des Caraïbes, est un pays tellement affecté par les conséquences de ces changements. Et on l'affronte jour à jour. Selon German Watch, en accord avec les indices développés par la Commission andine de développement, ce sont les pays moins développés les plus affectés. Cependant, tous les pays du monde, spécialement les pays qui sont partis de ce Parlement, ont le devoir de réagir ensemble. Pour cela, il est nécessaire de changer les lois, mais aussi il est urgent de changer les pensées de l'ensemble de la société et encore promouvoir la recherche de moyens responsables du développement. Monsieur le Président, en conclusion, la circonscription que je représente est favorable à la discussion et adoption de cette loi, après une discussion approfondie des amendements nécessaires. Merci, Madame la députée. Je reconnais maintenant Monsieur le député de Suriname. Monsieur le Président, c'est avec fierté que je représente les citoyens du Suriname pour un projet ayant un enjeu majeur et essentiel, la protection environnementale de toutes les Amériques. Il est important, vital même, que le cœur de ce projet soit centré sur la préservation du patrimoine naturel, plutôt que de légiférer sur le droit de polluer. Et c'est là que mes craintes se situent. En conclusion, Monsieur le Président, il faut que la Commission s'investisse pour s'assurer que le projet de loi soit juste pour les Amériques, pour la faune, la flore, les habitants des Amériques, plutôt que de permettre aux riches États de polluer en taxant toujours plus leurs nombreuses sociétés et citoyens. Merci. Merci, Monsieur le député. Je reconnais maintenant Madame la députée d'États-Unis Atlantique.
Monsieur le Président, je souhaiterais donner un vote favorable à ce projet de loi. Cependant, j'exige d'abord qu'il soit réétudié et amendé. En effet, considérant le fait que l'état de santé des populations humaines est intimement lié à l'intégrité des écosystèmes qui les abritent, et qu'une lutte contre le chauffement climatique, c'est une lutte pour la survie de l'espèce humaine, eh bien, permettez-moi de douter de l'intégrité du travail qui a été effectué parce que il n'est nullement écrit, il n'y a nulle part dans le projet de loi un article qui est consacré à la santé, qui prend en compte le quotidien sanitaire des populations des Amériques. En effet, contrairement à ce qu'aurait laissé entendre la présentation du projet de loi, mes amis, soyez vigilants, on n'en parle pas. Et moi, j'invite tous les députés à exiger que ce projet soit amendé avant qu'on vote pour ce projet de loi. Merci. Merci, Madame la députée. Je reconnais maintenant Monsieur le député du Costa Rica. Monsieur le Président, le changement climatique, c'est de loin l'enjeu le plus important du XXIe siècle. Nous voyons déjà, nous vivons déjà les résultats d'un haut degré de Celsius de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. Des glaciers qui fondent, des ouragans de plus en plus forts et des sécheresses qui s'enchaînent. Or, même si tous les signataires de l'accord de Paris tiennent leurs promesses respectives, la température moyenne augmentera de 2 degrés de plus d'ici la fin du siècle. Si nous voulons éviter l'effondrement complet de la biosphère, il nous faudra une action rapide, décisive et supranationale. C'est précisément pour cela que le PFGA a été fondé et c'est précisément pour cela que j'appuie ce projet de loi. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la députée des Prairies. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Les effets du changement climatique sont évidents dans le monde. C'est pourquoi, Monsieur le Président, on doit protéger l'environnement dans les Amériques et au Canada prairie. Dès lors, je suis pour les projets de loi avec certaines réserves. Alors, les aspects à débattre sont l'énergie nucléaire et les délais pour supprimer les combustibles. D'une part, Monsieur le Président, l'énergie nucléaire, c'est une alternative propre pour l'air. Mais les déchets du processus sont dangereux pour les humains et la nature. D'autre part, quelques circonscriptions n'ont pas les ressources suffisantes pour changer les combustibles dans cette période. Toujours est-il que de nombreux pays n'ont pas cette technologie des véhicules développés maintenant. Bref, Monsieur le Président, les projets n'envisagent pas d'autres types d'énergie alternatives. De plus, on doit bien préparer les processus pour changer. Merci beaucoup, Madame la députée. Je reconnais Monsieur le député de Sainte-Lucie. Monsieur le Président, nous sommes tous au courant des ravages que le changement climatique impose aux Caraïbes. Pour cette raison, mais avant tout pour les citoyens de la Sainte-Lucie, je suis pour le principe du projet de loi A6. Monsieur le Président, l'objectif du ministère du Développement durable, de l'énergie, des sciences et technologies est de guider le processus menant à un développement durable en coordonnant l'intégration et l'approche participative de la gouvernance en soutenant la gestion environnementale et les innovations technologiques et de réduire les impacts du changement climatique. Monsieur le Président, le principe du projet de loi A6 est directement en adéquation avec la posture du gouvernement de la Sainte-Lucie et va avoir un impact direct au sein de la population sainte-lucienne. Monsieur le Président, le principe A6 est essentiel pour l'avenir de la Sainte-Lucie. Il va avoir des répercussions positives pour les 165 000 habitants dans leur vie de tous les jours. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Je reconnais Madame la députée de la Colombie. Merci, Monsieur le Président.
La conservation de l'environnement est essentielle pour le bien-être des citoyens et des citoyennes des Amériques. Les ambitions de ce projet de loi sont très nobles et la Colombie a un grand intérêt à les poursuivre. D'ailleurs, mon pays a commencé depuis longtemps à prendre soin de la protection de l'environnement avec la mise en place en 2001 de la loi 697 qui concerne l'usage efficient et rationnel de l'énergie. L'usage efficient et rationnel, mais l'usage quand même. En tant que député de la Colombie, j'aimerais rappeler que le projet de loi A6 couvre des territoires du Sud, où les industries qui sont directement liées à l'environnement, comme l'écotourisme, sont essentielles au développement d'une économie locale durable. Souvenons-nous toutefois que la protection de l'environnement est l'un des 3 piliers indissociables du développement durable, les 2 autres piliers étant la justice sociale et l'économie responsable. Ces 3 piliers doivent fonctionner ensemble. En conclusion, l'adoption de pratiques environnementales exemplaires est une priorité, mais s'inscrit dans des enjeux d'équité sociale très complexes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Je reconnais maintenant Madame la députée des États-Unis Grand Lac. Monsieur le Président, étant député de la circonscription États-Unis Grand Lac, j'aurais aimé que vous sachiez, les États-Unis Grand Lac représentent le plus grand écosystème d'eau douce au monde et s'étale à la frontière canado-américaine. Sur ce, Monsieur le Président, en vue de garantir la santé de l'écosystème et de permettre des utilisations telles approvisionnement en eau potable, la baignade et la pêche, le projet de loi A6 me paraît comme une des solutions pouvant contribuer au bien-être de la population. Par contre, me référant aux conséquences environnementales liées à ce projet de loi, qui représente déjà de graves dangers à long terme, je souhaite que ce projet de loi soit amendé pour qu'il soit bénéfique à la population des États-Unis Grand Lac. Merci. Merci, Madame la députée. Je cède la parole maintenant à Monsieur le député des Îles Caïmans. Monsieur le Président, je suis très honoré d'être présent parmi les meilleurs députés des Amériques pour faire valoir les préoccupations de nos citoyens. Il m'est plus grand, Monsieur le Président, de représenter les îles Caïmans qui trop souvent se résument aux paradis fiscaux. À nos belles plages, Monsieur le Président. Par ailleurs, cette richesse naturelle que nous a léguée nos aïeux est vouée à l'extinction à cause de nos comportements irresponsables. Oui, je soutiens le projet de loi A6 car il vise, Monsieur le Président, à remédier les effets négatifs sur le climat et l'environnement. Néanmoins, j'ai des réserves sur certaines perspectives. Des soucis qui entourent, Monsieur le Président, la gestion, le choix des réponses, car il semble oublier, Monsieur le Président, l'intérêt général des Amériques, car il est au profit des grands pays de la zone. Monsieur le Président, quelle opportunité aux multinationaux, connaissant les incidents qui entourent les centrales nucléaires. Est-ce vraiment le meilleur choix pour les Amériques? Voulez-vous vraiment ne pas se rendre en vacances? Tout ça. Merci, Monsieur le député, pour cette éloquente prise de parole. Je reconnais maintenant Monsieur le député de Grenade. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. La cannelle, les clous de girofle, le massis et surtout la muscade, respirez-en. Ce sont tant d'arômes qui nous sont chers, tant de trésors agricoles que partage la Grenade avec le monde. Un patrimoine alimentaire qui est aujourd'hui menacé par le changement climatique. Je m'annonce donc en faveur des principes de la loi A6 qui protégerait ce patrimoine bien épicé pour de nouvelles générations. Je suis en revanche impatient de retravailler cette loi en commission afin que ça soit plus juste et équilibré au niveau de notre responsabilité collective dans les Amériques. En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais vous assurer du profond engagement de la Grenade dans la lutte contre les changements climatiques. Merci. Merci, Monsieur le député. Je reconnais Madame la députée du Mexique Centre. Monsieur le Président, on est ici aujourd'hui
en qualité de député. En citant M. Jahan Galtou, on a trois violences, trois solutions. Au Mexique, il existe la violence culturelle, la violence structurelle et aussi la violence directe. Donc, le pourcentage de violence, le pourcentage en ce qui concerne les femmes sont de plus en plus grands. On est ici pour la prise de conscience et pour faire possible tout ce que les citoyens et les citoyennes veulent. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée. Est-ce qu'il y a un autre membre de cette Assemblée qui veut intervenir sur le projet de loi? Je constate que tous les membres de cette Assemblée se sont exprimés cet après-midi. Je vous en félicite et je vous demande de vous applaudir. Alors, sans surprise, cela met fin au débat sur le principe du projet de loi A6. Je constate que le projet de loi présenté par Madame la députée de la Guadeloupe ne fait pas consensus. Pour vous aider dans vos délibérations, je transmets donc l'étude du projet de loi A6 à la Commission parlementaire sur l'environnement qui aura le mandat de tenir des consultations citoyennes puis de faire l'étude détaillée du projet de loi. Ayant épuisé notre ordre du jour, nos travaux en cette Chambre prennent fin pour aujourd'hui. La prochaine séance du Parlement des Amériques aura lieu le vendredi 13 juillet à 14 h. Je vous invite maintenant à vous lever et à demeurer en silence pour la sortie de la présidence.